Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. On se penche aujourd'hui sur un sentiment très répandu, je crois, cette impression d'être un peu dépassé, voire submergé par le flux numérique constant. Mhm. Les notifications qui s'enchaînent, la fatigue visuelle, et une question qui revient souvent, est-ce qu'on maîtrise encore nos outils technologiques ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est tout à fait ça. C'est vraiment la question centrale, je pense, qui traverse les réflexions proposées dans The Digital Detox d'Alaric Vadé-Boncourt. C'est la source qui va nourrir notre discussion aujourd'hui. D'accord. Et l'idée, ce n'est pas du tout de rejeter la technologie en bloc, attention. C'est plutôt de chercher ensemble comment l'apprivoiser, comment l'utiliser de manière plus consciente pour qu'elle serve réellement nos vies. Absolument. On va donc explorer ensemble ce diagnostic d'une relation parfois compliquée avec le numérique, puis on verra quelles stratégies on peut mettre en place individuellement, Oui. et aussi comment le contexte plus large, la famille, le travail, la société jouent un rôle important. Commençons peut-être par cette sensation d'être submergé. La source parle de surcharge numérique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors, la surcharge numérique, c'est un terme qui décrit bien cette accumulation, en fait. Il ne s'agit pas juste d'avoir trop d'informations. C'est une saturation à plusieurs niveaux, sensorielle, cognitive. Mhm. Notre cerveau n'a plus vraiment le temps de souffler, de traiter calmement l'information. L'analogie des circuits électriques qui disjonctent sous l'effet d'une tension trop forte, elle est assez parlante, je trouve. On est constamment sollicité. Et il y a une dimension culturelle aussi, j'imagine. Cette attente implicite d'être toujours joignable, toujours branché. Oui, complètement. On confond parfois activité numérique et réelle productivité, sans parler de l'effet des notifications. Exactement. Ces petites alertes, elles activent nos circuits de récompense via la dopamine. Ça crée une sorte de micro-addiction en quelque sorte. Ah oui. Chaque sonnerie, chaque vibration nous tire de ce qu'on était en train de faire. Et si on ajoute à cela ce qu'on appelle le FOMO, cette fear of missing out, La peur euh, de rater quelque chose. voilà, la peur de manquer une information cruciale ou un événement social en ligne, eh bien le cocktail devient assez puissant pour capter notre attention en permanence. Et tout ça, ça finit par user, forcément. Quand se manifeste concrètement cette fatigue numérique dont parle le livre? Bien, elle prend plusieurs formes. D'abord, il y a l'épuisement mental. Cette sensation de brouillard cérébral, même après une courte session devant un écran. Oui, je vois bien. Les difficultés à maintenir sa concentration sur une seule tâche deviennent flagrantes, mais il y a aussi des symptômes physiques. La fatigue oculaire, bien sûr, les maux de tête, les tensions dans la nuque, et souvent un sommeil de moins bonne qualité. Et sur le plan émotionnel, j'imagine que ça joue aussi. Énormément. L'anxiété est souvent mentionnée. Elle est liée à cette impression de devoir être constamment sur le qui-vive, prêt à réagir. L'irritabilité aussi. Mhm. Et paradoxalement, alors qu'on est hyper connecté, un sentiment d'isolement peut s'installer. C'est assez étrange. Oui, c'est vrai. La comparaison sociale quasi permanente sur les réseaux peut aussi miner l'estime de soi et contribuer à un état dépressif. La source souligne d'ailleurs une corrélation entre un temps d'écran élevé et des sentiments de solitude. C'est le fameux paradoxe de la connexion numérique qui peut cacher une vraie déconnexion réelle. C'est ça. Et on croit souvent être efficace en jonglant avec plusieurs écrans ou tâches, mais c'est une illusion, c'est ça, hein? Ah oui, c'est un mythe tenace. Le multitâche numérique, comme on l'appelle, c'est en réalité une succession très rapide de changements d'attention. D'accord. Et chaque bascule a un coût cognitif. Les chercheurs appellent ça les switching costs, les coûts de changement. Notre cerveau dépense de l'énergie à chaque fois pour se réorienter. Donc moins efficace au final. Exactement. Ça réduit l'efficacité globale et ça augmente la fatigue et le stress. Nos capacités attentionnelles, elles sont pas infinies, hein. Comment nos appareils sont-ils conçus pour être si prenants? La source parle de la science de la distraction. Oui, c'est un point clé. Le design même des applications et des appareils est souvent pensé pour maximiser le temps d'engagement. Le défilement infini des fils d'actualité, par exemple. Ah oui, de scroll infini. Bah voilà, ça exploite notre tendance naturelle à chercher la nouveauté. Les notifications, les couleurs vives, les sons, tout est calibré pour attirer et retenir notre attention. Le cortex préfrontal, qui gère notre concentration et nos décisions, est sollicité en permanence et à terme, il est débordé. D'accord. Bon, le tableau est assez clair et sans doute familier pour beaucoup d'entre nous. Heureusement, l'idée, c'est pas de rester dans ce constat. Comment on peut commencer à reprendre le contrôle? Une philosophie semble émerger des sources, celle du minimalisme numérique.
Oui, c'est une approche intéressante. Il ne s'agit pas du tout de se couper du monde numérique, mais plutôt d'adopter une démarche intentionnelle. Intentionnel. Voilà. Le principe, c'est de se demander quelles technologies et quelles utilisations ajoutent réellement de la valeur à ma vie en accord avec mes objectifs profonds. Et ensuite de se concentrer sur celles-là en éliminant ou en réduisant fortement le reste. C'est une sorte de tri sélectif, mais appliqué à nos vies numériques en quelque sorte. Quels en seraient les piliers, les grands principes? Alors la source met en avant plusieurs idées. Le choix conscient des outils qu'on utilise, la contrainte, c'est-à-dire fixer volontairement des limites de temps ou d'usage, la pleine conscience de ses propres habitudes pour ne plus agir en pilote automatique, Mhm. la simplification en élaguant le superflu numérique et s'accorder régulièrement des moments de solitude, de calme, sans sollicitation numérique, ainsi que des périodes de déconnexion choisies. Et les bénéfices attendus sont assez séduisants. Plus de clarté mentale, une meilleure concentration, des relations peut-être plus profondes, et surtout récupérer du temps. J'aime bien cette idée. Oui, pour y parvenir, la pleine conscience semble être un outil essentiel. Comment est-ce qu'elle peut nous aider concrètement face à une notification, par exemple? Alors, la pleine conscience, c'est cette capacité à observer ce qui se passe en nous et autour de nous, dans le moment présent et sans jugement immédiat. D'accord. Face à une notification, au lieu de réagir instinctivement en attrapant son téléphone, la pleine conscience permet de créer un petit espace, Un espace de... un espace de décision. Dans cet espace, on peut observer l'impulsion « Ah, tiens, une notif », reconnaître l'envie de vérifier et choisir sa réponse. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce important? Ou est-ce que je préfère rester concentré sur ma tâche actuelle? Et il y a des techniques simples pour cultiver ça, on n'est pas obligé de méditer pendant des heures. Non, pas du tout. La plus simple, c'est souvent la respiration consciente. Juste prendre quelques instants pour porter son attention sur le souffle, sans chercher à le modifier. D'accord. Il existe aussi des méthodes un peu plus structurées, comme la box breathing. On inspire sur 4 temps, on bloque 4 temps, on expire sur 4 temps, on bloque 4 temps. Ça peut aider à calmer le système nerveux rapidement. Intéressant. L'idée générale, c'est de s'entraîner à être présent à ce qu'on fait, que ce soit boire un café, marcher ou travailler. Ça ne fait pas disparaître les distractions, mais ça change notre rapport à elles. On devient moins réactif, plus maître de son attention. Donc la pleine conscience aide à remarquer nos automatismes. Et pour agir concrètement sur notre environnement, fixer des limites claires devient assez logique. La source parle de zone sans écran. Oui, ça c'est une stratégie très concrète. Définir des espaces physiques où les écrans n'ont tout simplement pas leur place. La table pendant les repas, par exemple, pour favoriser la conversation. La chambre aussi, j'imagine. La chambre à coucher est un autre endroit clé, oui, pour protéger le sommeil et créer un espace de calme. Ça aide vraiment à sanctuariser certains moments et certaines activités. Et au-delà des zones physiques, il y a l'idée de temps de pause numérique régulier. Pourquoi c'est si important de déconnecter volontairement? Notre cerveau a besoin de ces moments de répit pour fonctionner de manière optimale. Sans stimulation constante, il peut consolider les apprentissages, vagabonder, ce qui est essentiel pour la créativité, et tout simplement récupérer. D'accord. Ces pauses ont aussi des bénéfices physiologiques, comme la réduction du cortisol, l'hormone du stress, qui est souvent suractivée par l'hyperconnectivité. Pour aller plus loin dans cette reprise de contrôle de notre environnement numérique, on trouve aussi l'idée de désencombrement numérique. Ça consiste en quoi, ça? C'est l'idée d'appliquer les principes du rangement, mais à nos vies numériques. Pensez à ces boîtes mail qui débordent, ces bureaux d'ordinateur couverts d'icônes, ces clouds saturés de photos en double, ces dizaines d'applis qu'on n'utilise jamais. Ah oui, on voit très bien de quoi il s'agit. Tout ce désordre numérique, ça contribue aussi à la charge mentale, en fait. Comment on s'y prend alors pour faire le ménage là-dedans? La démarche proposée est assez classique, finalement. D'abord, identifier ce qui est vraiment important. Puis, faire le tri. Supprimer les applications inutiles, se désabonner des newsletters qu'on ne lit jamais, organiser ses fichiers, archiver intelligemment. Un grand nettoyage. C'est ça. Et l'étape cruciale ensuite, c'est d'instaurer une routine pour maintenir cet ordre numérique et ne pas se laisser déborder à nouveau. Un petit peu comme faire la vaisselle régulièrement, quoi. Logique. Et une fois qu'on a un peu rangé, comment on gère le flux entrant? Je pense notamment aux fameuses notifications et interruptions constantes. Alors là, la clé, c'est la personnalisation drastique. Il faut vraiment oser aller dans les paramètres de chaque application et se demander « Ai-je vraiment besoin d'être interrompu par cette information immédiatement ?»
Et la réponse est souvent non, j'imagine. La plupart du temps, oui. On peut alors désactiver les notifications sonores ou visuelles ou ne garder que les petits badges discrets pour les applications moins critiques. Et utiliser les modes ne pas déranger ou concentration de manière stratégique, c'est aussi très efficace. Et pour éviter de consulter compulsivement nos appareils, même quand il n'y a pas de notification. Ce réflexe, Oui, ce réflexe. Une technique efficace, c'est de planifier des moments spécifiques dans la journée pour consulter ses emails ou ses réseaux sociaux, plutôt que d'y aller toutes les 5 minutes. mhm, Et aménager son espace physique. Si on a besoin de se concentrer, on éloigne le téléphone, on ferme les onglets inutiles sur l'ordinateur. On crée activement un environnement qui favorise la concentration. ces stratégies individuelles sont puissantes, c'est clair, mais notre rapport à la technologie s'inscrit aussi dans un contexte social. Comment on aborde la question des médias sociaux, par exemple, qui sont si présents? Alors, la source invite à une évaluation très honnête. Pourquoi suis-je sur telle ou telle plateforme? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Combien de temps est-ce que j'y consacre? Et surtout, comment est-ce que je me sens après avoir passé du temps dessus? C'est une introspection nécessaire. Oui, elle est cruciale pour passer d'un usage passif et souvent subi à un usage choisi. Et si on choisit de rester sur certaines plateformes, comment on peut le faire de manière plus saine? En étant plus active et moins passive, c'est-à-dire privilégier les interactions de qualité, la création ou le partage réfléchi, plutôt que le simple scrolling infini qui endort un peu le cerveau. Mhm. Choisir de suivre des comptes ou des groupes qui nous nourrissent intellectuellement ou émotionnellement. Fixer des limites de temps précises pour éviter de se faire happer. Bref, reprendre un peu les commandes de son fil d'actualité et surtout de son temps. Une autre piste explorée, c'est celle des alternatives analogiques. Retrouver le plaisir des activités hors ligne. Ça semble presque révolutionnaire aujourd'hui. C'est essentiel. Le monde ne se résume pas aux écrans, heureusement. La source rappelle la richesse des expériences tangibles. Lire un livre papier dont on tourne les pages, Oui. cuisiner en sentant les odeurs, jardiner et avoir les mains dans la terre, jouer d'un instrument de musique, se promener en forêt. Ces activités engagent nos sens différemment. Elles nous ancrent dans le présent et procurent souvent une satisfaction plus profonde et plus durable. C'est une invitation à redécouvrir ou à cultiver des passions qui ne dépendent pas d'une connexion Internet. Et comment ces principes s'appliquent dans des contextes plus spécifiques comme la famille ou le travail? Pour la famille, l'accent est mis sur le dialogue et la co-construction de règles. Définir ensemble des moments et des lieux sans écran. Encourager les activités partagées hors ligne, notamment le jeu en extérieur pour les enfants. Il s'agit de créer une culture familiale où la technologie a sa place, mais pas toute la place. Et au travail, surtout avec l'essor du télétravail où les frontières sont parfois devenues très floues. Au bureau, l'idée c'est de favoriser une culture qui respecte la concentration. Peut-être des plages horaires sans réunion, des espaces calmes. Pour le télétravail, le défi est de recréer des frontières claires entre vie pro et vie perso. Pas simple. Non, c'est pas simple. Avoir un espace dédié si possible, définir des horaires, faire de vraies pauses loin de l'écran. Et maintenir un lien social de qualité avec les collègues, même à distance, pour éviter l'isolement, c'est très important. Et pour les étudiants, un petit mot. Oui, pour les étudiants, c'est un équilibre délicat entre utiliser les formidables outils numériques pour apprendre et ne pas se laisser distraire en permanence. Des techniques comme la prise de notes manuscrites pour mieux mémoriser, Ah oui, le papier. oui, ou la méthode Pomodoro, travailler par bloc de temps concentré suivi de courtes pauses, ça peut vraiment aider. L'autodiscipline et la conscience de ses propres pièges sont clés ici. Mais attention, il ne faut pas voir la technologie que comme un problème à gérer. Elle peut aussi faire partie de la solution, non? Absolument. Et la source le mentionne bien, comment tirer parti de la technologie pour le bien. Il existe des applications conçues spécifiquement pour nous aider à méditer ou à nous concentrer. Comme Headspace ou Calm. Oui, et ou Forest qui transforme la déconnexion en jeu. Il y a aussi des outils pour mieux s'organiser, comme Todoist, ou pour bloquer les sites distrayants pendant les périodes de travail. Il y a même des outils d'automatisation, comme IFTT. Exactement. IFTTT, If This Then That, ça permet de créer des liens entre différentes applications pour simplifier certaines tâches répétitives. L'important, encore une fois, c'est de les choisir et de les utiliser intentionnellement.
Cette notion d'intentionnalité revient sans cesse. C'est vraiment le fil rouge. Mais on ne peut pas ignorer le rôle des entreprises qui conçoivent ces technologies, n'est-ce pas? Non, c'est un aspect crucial qui est abordé dans les sources. Il faut avoir conscience que beaucoup de modèles économiques reposent sur la captation de notre attention. L'économie de l'attention. Voilà. Les algorithmes sont conçus pour nous garder engagés le plus longtemps possible, ce qui soulève des questions éthiques importantes sur le design dit persuasif. Alors que faire? On subit. Non, la source suggère plutôt de plaider collectivement pour un bien-être numérique. Ça passe par une demande de plus de transparence de la part des entreprises, de design moins addictif et plus respectueux de notre attention et de notre temps. Donc les utilisateurs ont un rôle à jouer. Oui, en faisant entendre leur voix et en soutenant les initiatives qui vont dans ce sens. Ce qui nous amène logiquement à l'importance de la communauté, du soutien mutuel dans cette démarche. Exactement. Changer ses habitudes seul, ça peut être difficile. Trouver des alliés, que ce soit au sein de sa famille, avec des amis, ou même dans des groupes en ligne dédiés, ça apporte un soutien précieux. Le fameux partenaire de responsabilité. Oui, l'idée d'avoir un accountability partner, comme on dit en anglais. Quelqu'un avec qui on partage ses objectifs et ses difficultés, c'est souvent très efficace. Et partager ses réussites, même modestes, ça peut aussi inspirer les autres. Les exemples concrets, comme ceux d'Emma ou Javier mentionnés dans le livre, qui ont réussi à transformer leurs relations numériques, sont de puissants moteurs. Et pour renforcer ses habitudes sur le long terme, des éléments comme le sommeil et peut-être des pauses détox plus marquées sont aussi évoqués. Oui, brièvement, mais c'est fondamental. Un bon sommeil, c'est la base de tout. Ça implique souvent de bannir les écrans de la chambre et d'éviter la lumière bleue juste avant de se coucher, car elle perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est vrai. Quant aux retraites ou défis détox, même courts, ils permettent de prendre du recul, de ressentir les bénéfices de la déconnexion, souvent accentuée si c'est fait dans la nature, et de repartir avec des intentions claires et des objectifs précis, idéalement formulés de manière SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. On voit bien que c'est un cheminement, pas une solution miracle. Comment faire pour que ces changements ne soient pas juste une mode passagère, mais s'inscrivent vraiment dans la durée? La source parle de développer une autonomie numérique. L'autonomie numérique, c'est ça? C'est cette capacité qu'on cultive sur le long terme à faire des choix éclairés concernant notre usage de la technologie. Des choix qui sont alignés avec nos valeurs personnelles et nos objectifs de vie. C'est une compétence, en fait. C'est exactement ça. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, mais plutôt une compétence qui se développe et s'entretient, notamment par une réévaluation régulière de nos pratiques et de nos besoins réels. Ça évolue avec le temps. Ce n'est donc pas seulement une question d'outils ou de techniques à appliquer, mais un changement de posture plus profond, plus global. C'est tout à fait ça. La conclusion de la source insiste vraiment sur la nécessité de favoriser une culture de la pleine conscience vis-à-vis de la technologie. Il s'agit de passer individuellement, mais aussi collectivement, d'une consommation souvent passive et réactive Mhm. à un engagement actif, intentionnel et réfléchi. Un effort qui nous dépasse individuellement, alors. Ce n'est pas juste chacun dans son coin. Oui, l'idée forte, c'est que c'est un mouvement collectif qui peut vraiment faire bouger les lignes. Si au sein des familles, des entreprises, des cercles sociaux, on commence à valoriser la déconnexion choisie, la concentration profonde, les interactions réelles, alors les normes culturelles peuvent évoluer petit à petit. Et l'objectif final serait... L'objectif final, tel que présenté, ce n'est pas l'abstinence numérique, bien sûr, mais bien une relation harmonieuse, équilibrée, où la technologie redevient ce qu'elle devrait être, un outil au service de l'épanouissement humain, plutôt qu'une source permanente de stress et de dispersion. Voilà une perspective encourageante pour terminer. Pour résumer cette exploration assez dense, on a vu à quel point il est important de prendre conscience des mécanismes de la surcharge numérique et de ses impacts sur nous. Oui, c'était le point de départ. Ensuite, on a exploré pas mal de pistes concrètes pour agir. L'intentionnalité du minimalisme numérique, la force de la pleine conscience pour créer cet espace de choix, Mhm. l'importance de poser des limites claires, que ce soit des zones ou des temps sans écran, et puis l'art du désencombrement numérique pour alléger la charge mentale. Et on a élargi le regard en voyant comment ces stratégies s'incarnent dans différents contextes, famille, travail, études, et comment la communauté, mais aussi une utilisation judicieuse de certains outils technologiques, peuvent nous soutenir dans cette démarche. Oui,
Sans oublier la responsabilité des concepteurs de technologie, qui n'est pas neutre. Exactement. Et pour terminer, peut-être une question à laisser infuser chez nos auditeurs qui prolonge cette réflexion sur la responsabilité collective, au-delà des ajustements personnels que chacun peut faire. Quel rôle plus large pouvons-nous jouer en tant qu'utilisateurs, citoyens, peut-être même professionnels du numérique, pour encourager et façonner une technologie qui soutienne activement le bien-être humain sur le long terme, plutôt que de se contenter de capter notre attention à tout prix? C'est une question essentielle, en effet, pour construire un avenir numérique plus souhaitable pour tous. Certainement matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet échange éclairant, basé sur les sources fournies. Ce fut un plaisir de partager ces idées.